Scriptonite, l'émission qui décrypte littérature jeunesse et culture pop, chaque mois sur Radio Boomerang 89.7 FM. Gotta meet the new boss by 8 a.m. I'm no Superman. Bonjour à tous, vous êtes sur Scriptonite, l'émission de Radio Boomerang 89.7 FM qui va décoder la littérature de jeunesse et la culture pop. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés. Attention, on va commencer. Ici Stéphane qui vous parle et qui vous présente d'office nos deux nouveaux chroniqueurs. Et donc, je souhaite la bienvenue de tout cœur à Marie. Bonjour. Voilà, qui sera ici donc en tant que spectatrice pour participer au débat. Et je vous présente aussi Tristan. Bonjour. Qui lui nous présentera sa petite chronique en fin d'émission. Et tout de suite, je laisse la parole à Flore pour nous présenter le thème du jour. Bonjour, chers scriptonautes. Pour cette émission sur les héroïnes, on a choisi de vous présenter des personnages féminins réussis. Parce que les personnages féminins réussis, c'est rare. Les garçons ont tout un tas de héros auxquels ils peuvent s'identifier. Alors que les femmes, les personnages féminins sont souvent stéréotypés. Quand on regarde l'histoire avec un grand H, les femmes sont très peu représentées, alors que les garçons ont une place centrale. Ce sont eux les rois, les seigneurs, les chevaliers, ceux qui prennent les décisions et qui agissent. Ce sont eux les génies qui ont fait progresser la science, les artistes qui ont laissé une trace. Enfin, je pourrais continuer, la liste est très très longue, et donc voilà, c'est toutes sortes de héros auxquels les garçons peuvent s'identifier. Alors ok, les femmes n'avaient pas accès à ce type de profession, de statut, mais il faut aussi avoir conscience qu'il y a des femmes qui ont fait de grandes choses et qui ont été influentes, mais on n'en parle pas. Si on connaît autant d'histoires d'hommes, c'est parce qu'on décide de raconter des histoires d'hommes. Et donc l'invisibilisation des femmes, c'est pas une fatalité, mais c'est un choix. Certains me diront que oui, c'est une époque révolue, que les femmes aujourd'hui ont les mêmes droits que les hommes. Mais quand on regarde dans les faits, on voit... est-ce que vous connaissez beaucoup de femmes politiques ? Et est-ce qu'elles sont prises au sérieux ? Est-ce que vous connaissez des femmes PDG d'entreprise ? On sait que les femmes sont beaucoup moins orientées vers les postes à responsabilité et vers les professions scientifiques. Alors pourquoi on a ce problème aujourd'hui ? Pourquoi ça existe encore ? Parce que les femmes sont toujours associées à la sensibilité, à la douceur, à la maternité, à la coquetterie, à la superficialité. Et elles sont beaucoup moins orientées vers ce type de profession. Et donc tant que notre société continue à véhiculer ces stéréotypes, les filles continuent de s'y identifier. Et c'est là qu'entre en jeu la littérature et la culture pop. Puisque, en fait, la fiction reflète notre société et façonne la façon dont on voit le monde. Et quand on s'intéresse un tant soit peu aux personnages féminins dans la fiction, on se rend compte d'abord qu'ils sont beaucoup moins nombreux que les personnages masculins, et ils sont aussi moins présents, ils ont moins de temps de parole souvent. Et surtout, ils sont extrêmement stéréotypés. Ils sont souvent relayés au second plan, et on a des motifs qui sont largement exploités. Par exemple, la femme victime, que le héros va venger ou sauver, l'intérêt amoureux à conquérir, la femme en tant que récompense, et bien sûr, la femme en tant qu'objet sexuel. Et en ce qui concerne cette dévalorisation du féminin, je voulais vous présenter la réflexion de Myriam Mal, qui est une dessinatrice BD, et elle analyse la représentation des minorités dans la culture pop, sous forme de bande dessinée. Donc c'est toujours très humoristique, elle prend donc des séries, des films qui font vraiment partie de notre culture commune, et elle analyse donc la représentation à la fois des femmes, des minorités raciales, des personnes LGBT, et donc elle a un site internet qui s'appelle Commando Culotte, et là l'article dont je voulais vous parler est extrait de son livre. Vous pouvez le retrouver sur le site internet, le livre qui s'appelle aussi Commando Culotte, donc vous pouvez le retrouver sur internet et dans son bouquin. Cet article s'appelle
flingue ou rouge à lèvres. Un personnage féminin réussi doit-il forcément être viril ? Et donc, dans cet article, elle nous explique que les valeurs associées à la féminité sont dévalorisées, comme la beauté, la fragilité, la superficialité, la vulnérabilité, la sensibilité et encore bien d'autres grandes qualités. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'un personnage féminin, pour être réussi, pour être intéressant, pour être un tant soit peu creusé, doit être virilisé ? Et donc c'est cette question-là qu'elle pose. Donc elle analyse plusieurs personnages féminins qui sont virils, et elle en vient à la conclusion que un personnage féminin ne doit pas forcément être badass, super musclé, foncer dans le tas pour avoir une valeur et pour être considéré comme important, parce que ça alimente la dévalorisation des qualités qui sont dites féminines. Ça crée une opposition très, très marquée entre la fille qui aime le rose, qui est sexy, et la meuf qui est badass et qui est presque une fausse fille en fait. Donc Myriam Mal, elle en vient à la conclusion, et je suis assez d'accord avec elle, que pour présenter pour dépasser le stéréotype, il faut réussir à dissocier les qualités qui sont dites féminines, comme la sensibilité, l'émotivité, la superficialité. Bon, je dis des qualités, mais bon, des valeurs, et il faut dissocier ces qualités-là du féminin. Et à ce moment-là, on pourra créer des personnages qui sont variés et profonds. On peut être jolie, cruelle et intelligente. On peut être sensible et je sais pas moi, et avoir une grande place et être un personnage central dans la fiction. Et donc à ce moment-là, les petites filles, les grandes filles et toutes les filles pourront s'identifier à des personnages et donc se construire sans être obligées de soit s'associer à des stéréotypes, soit s'identifier du coup à des personnages de garçons, parce que quand on regarde un film où le héros c'est un garçon, bah nous on est obligé de se projeter dans ce garçon, et bien sûr on n'est pas la jeune fille qui regarde un film dont le héros est un garçon, elle va pas s'identifier à la pauvre petite victime que le héros va sauver, mais elle va quand même avoir envie de se projeter dans un personnage qui est fort et qui a un vrai rôle dans l'œuvre, quoi. Voilà. C'est amusant parce que ça me rappelle un truc tout bête, c'est Mario. Dans Super Mario, il y a cette espèce de jeu où on se prend pas trop au sérieux, où on va servir la même histoire à chaque génération, où ce sera toujours la pauvre petite princesse Peach qui va devoir se faire libérer par Mario, sauf une fois où c'est l'inverse qui s'est produit, où en fait le joueur devait jouer Peach pour aller sauver Mario. Et mine de rien, c'était assez rigolo. Voilà. Il n'y a que dans Mario Kart aussi qu'elle est remise à l'honneur, où elle peut un peu péter la gueule à Mario là pour le coup. Ah, c'est vrai, exact, tout à fait. Et elle est en robe. Et qui est très puissante d'ailleurs, qui est un très bon personnage à jouer dans Mario Kart. Voilà, ouais, si tu me lances sur Mario Kart, on n'a pas fini. J'attends toujours le tournoi, hein, Stéphane. Par contre, on pourrait aussi se lancer sur Zelda, où à chaque fois il faut aller sauver la princesse. C'est vrai. Et je pensais à l'épisode, au meilleur Zelda de la série, selon moi, attention c'est personnel, Ocarina of Time, où... Tu seras rejoint par beaucoup de monde, je pense. Oui, je prends pas trop de risques en fait. Où le personnage de Zelda, spoiler, ce jeu est sorti il y a 22, et il se travestit en homme pour pouvoir agir, ne peut pas agir en tant que princesse, ouais. Et elle doit se travestir, elle doit être un homme pour pouvoir agir dans le monde extérieur. Je trouvais ça intéressant, comme quoi on ne peut pas assimiler, comme quoi effectivement l'héroïne, tant qu'elle reste dans son rôle de femme, ne peut pas agir comme un homme. Et c'est même pas qu'elle se travestisse, qu'elle est masquée carrément. Ce qui est vrai par contre dans Zelda, c'est que les derniers, donc je pense notamment à Twilight Princess, présentent la princesse donc effectivement comme une femme en détresse, mais aussi comme un être supérieur. Ouais. La princesse Zelda, elle est clairement déifiée. C'est
ça reste dans le cliché, bien sûr, mais elle est au-delà de sa fonction. Et donc, peut-être qu'il y a... Puis, ce qui est notable avec Zelda aussi, c'est que c'est un personnage éponyme, déjà. Aussi. Et que déjà, beaucoup de gens pensent que Zelda, c'est Link. Et du coup, il y a une ambiguïté autour de ça, mais c'est quand même un personnage éponyme, donc ça lui donne une certaine importance. Quand tu parles de la princesse qui est déifiée, le problème c'est... Enfin, après, je connais pas très bien Zelda, mais j'imagine bien le type de relation qui peut être instaurée. Elle reste passive. Non, du tout. En fait, Du non. tout. C'est juste que tu la vois très peu pendant tout le jeu, mais ça reste le personnage le plus puissant. C'est elle qui est détentrice d'un pouvoir surnaturel, en gros. Et elle est pas du tout passive en fait. Ouais. Elle est même commanditaire des actions du héros. Et c'est même pas pour la sauver, c'est elle qui lui donne des ordres. En tout cas, Ce qu'on peut d'ailleurs ajouter, et ce qui est très intéressant, c'est que Link, donc le héros de The Legend of Zelda, il n'est pas c'est un personnage qui est vide. Oui. De petit 1, il ne parle pas. Petit 2, son nom est interchangeable. C'est-à-dire que lorsqu'on commence une partie, on peut décider, il s'appellera pas Link, il s'appellera Joseph ou X Roxor du 92. Et ça arrive plus rarement quand même. Mais toujours est-il que voilà, c'est un personnage masculin qui n'a aucune personnalité. Et on s'attache à lui uniquement parce que on lui a donné un nom et par écrasement, comme il ne parle pas, on fait les dialogues à sa place. Alors que voilà, le personnage principal, ça reste la princesse. Je vois qu'on a beaucoup dévié sur Zelda et sur le jeu vidéo. Désolé Flore. Non, mais c'est pas grave. Mais Le jeu vidéo est un média intéressant, je pense, pour la place de la Ouais. femme, parce que comme c'est un média qui est assez récent, ça permet de poser des questions qui sont assez nouvelles. Et je recommande du coup The Last of Us pour la place de la femme. Au revoir. Merci Louis. Bon, je vais donc reprendre pour la chronique suivante et vous parler un petit peu de la mythologie grecque et donc nécessairement de la représentation qu'on fait de la femme dans la mythologie grecque. Alors, pour ce faire, j'ai avec moi un ouvrage qui est un véritable chef-d'œuvre. Donc, ce sont les Mémoires de Zeus qui ont été écrites par Maurice Druon de l'Académie française, s'il vous plaît, et qui sont publiées chez Bragelonne. Voilà. Donc, pour commencer, je vais vous présenter un petit peu de quoi parle le livre. Ce sont donc les Mémoires de Zeus. C'est l'histoire de Zeus, donc, qui écrit, qui est le narrateur principal de l'histoire, et qui se réveille au milieu de notre époque, et qui constate avec une certaine amertume comment les hommes ont changé, comment les humains ont évolué, et qui, en même temps, va nous raconter son histoire. Alors, évidemment, je conseille ce livre, bien sûr, tout simplement parce que je pense que c'est le travail de toute une vie, parce qu'il y a une espèce d'exactitude terrible dans la chronologie et dans les faits, et surtout, vous apprendrez des choses, ma foi, très intéressantes. Je vais vous en lire un passage rapidement, et vous allez donc découvrir la naissance de la corne d'abondance. Amalthée se servait de la corne creuse quand elle allait cueillir des fruits aux arbres sauvages et des baies aux buissons. Jamais, l'apportant, elle ne fit mauvaise récolte. Au retour, elle secouait la corne et les fruits s'amoncelaient sur l'herbe. Quel doux repas nous fîmes de pulpe aigrelette ou sucrée les jours chauds à l'entrée de la grotte. La corne d'abondance, dont tant vous rêvez, est toujours aux mains d'Amalthée. Il suffit que la nymphe la retourne et l'agite pour qu'il s'en échappe tous les fruits du bonheur. Mais Amalthée ne les dispense qu'à ceux en qui elle reconnaît mes fils par quelques cadeaux spontanés qu'ils lui font, sans espoir de retour, d'échange, ni même d'usage. Voilà, donc vous avez découvert, en même temps que nous, ce qu'était la corne d'abondance. Ce qu'il faut savoir, j'ai sauté un petit passage qui explique que c'est donc Zeus qui va offrir, c'est le premier présent sur Terre, donc c'est la corne de la chèvre ou du bouc qui l'a allaité lorsqu'il était jeune, et donc qu'il va couper et offrir à sa nourrice, Amalthée donc. On peut parler d'Amalthée pour quelque chose d'assez intéressant, notamment parce que c'est une figure féminine qui élève donc le plus grand dieu de la mythologie grecque, Zeus. En quoi est-elle intéressante ? Elle est fille de Mélicius. Donc Mélicius est un roi, un grand roi, qui va donc avoir des fils et des filles. Ce qui est intéressant, c'est que
Pardon, il y a eu un espèce de bruit terrible. C'est Zeus qui se réveille. Je pense que Zeus s'est réveillé, oui. Et donc, Mélicius va avoir des filles et des filles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ses fils seront tous mortels, alors que ses filles vont être immortelles. Et ce sont ces filles qui vont réaliser les plus grandes choses. Donc, en l'occurrence, élever Zeus, je pense que on peut mettre ça dans la catégorie des choses assez incroyables que peut faire... Sur un CV, ça passe bien. Hein. Ouais, sur un CV, c'est assez correct. Nourrice de Zeus, ça passe. Bon, toujours est-il que si il y a des représentations positives de la femme dans la mythologie grecque, il y en a aussi des très mauvaises. Et là, on peut parler notamment de Gaïa. Alors, pour ça, je vais devoir remonter un peu plus loin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la mythologie grecque, les destins sont au-dessus de tout. Ils sont au-dessus des titans, ils sont au-dessus des dieux. Et Zeus en parle, dans les mémoires de Zeus, comme des entités dont il serait absurde de vouloir donner une forme. Elles sont composées de l'univers lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que les destins sont asexués. Donc, pas trop de prise de risque à ce niveau-là. Mais donc Gaïa, qui est une descendante des destins, et donc la mère de la Terre, et donc la femme d'Ouranos, est une véritable garce. C'est-à-dire que si le monde est tel qu'il est, concrètement, c'est à cause de Gaïa, qui donc trompe Ouranos avec une autre entité supérieure, et qui va fomenter l'assassinat de Ouranos, et donc détruire notamment le peuple des Atlantes, qui était donc le premier peuple sur Terre, créé par Ouranos, et qui était donc le peuple parfait, qui n'avait pas de nécessité, etc. Donc voilà, donc ça c'est déjà, globalement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails non plus, mais c'est assez difficile de voir ou une figure positive ou une figure négative de la femme dans la mythologie grecque. Maintenant, on peut s'intéresser à comment les Grecs eux-mêmes vivaient. Et pour ça, on va s'intéresser à leur foyer. Alors, si on parle d'Athènes, alors, comment fonctionne un foyer athénien? C'est très simple. L'homme travaille et la femme est trésorière. Alors, c'est-à-dire que c'est elle qui va diriger les dépenses, mais c'est aussi elle qui va gouverner la maison. Un peu difficile de trouver un discours quelconque. Il y a d'une part donc, cette force qui est la femme à la maison, c'est elle qui dirige, mais de l'autre, c'est quand même l'homme qui survient aux besoins du foyer. On peut penser, peut-être, je me risque à dire ça, qu'il y a une certaine notion d'échange. Alors, maintenant, on va s'attaquer à Sparte. Et alors là, croyez-moi, c'est beaucoup moins rigolo. À Sparte, les jeunes femmes... Alors, tout de suite, je vous le dis, c'est très compliqué de trouver des traces concrètes de l'histoire spartiate, parce que la plupart des choses ont été détruites, et les fouilles sur l'ancienne cité sont encore d'actualité. Donc, ce que je dis n'a pas valeur de loi, mais... Pour l'instant, c'est comme ça qu'on l'interprète. C'est-à-dire que les Spartiates enlevaient la femme qu'ils avaient envie de besogner. Et donc, il y avait une espèce de grande fête. Pendant cette fête, la jeune Spartiate était enfermée dans une pièce où elle n'avait ni eau ni nourriture, et elle était juste allongée sur une paillasse, pendant que son futur mari s'amusait et buvait comme un porc, jusqu'à ce qu'il ait suffisamment bu pour avoir envie de traîner ses pattes dans la paillasse où l'attendait la demoiselle, la tringler, et repartir tout guilleret en la laissant là, déflorer. Voilà. Donc, c'est mignon. C'est extrêmement mignon, ouais. Donc, voilà. Je pense que vous avez un espèce de plan maintenant de comment fonctionne la représentation de la femme dans l'Antiquité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premières divinités qu'on a retrouvées, donc qui sont j'ai oublié le nom, Vénus... Aphrodite, non, je sais pas. Non, les espèces les Vénus Callipyge. Voilà, c'est ça. Qui sont donc des espèces de totems avec des énormes seins, des énormes fesses, et qui sont donc des symboles de fertilité. Mais c'était donc les premières véritables divinités, en fait, dans la cosmologie qu'on connaît. Et voilà, je vous laisse en discuter. Allez-y.
Tu disais tout à l'heure qu'il y avait une sorte d'échange entre l'homme et la femme dans la Grèce antique. Je t'attendais. Bah ouais, tu m'attendais, je t'ai vu le petit regard. Mais en fait, c'est bien, la femme elle gouverne le foyer, mais elle reste tournée vers les choses de l'intérieur de la famille, du foyer, alors que l'homme il est tourné vers les décisions politiques. C'est vrai. Donc il a un pouvoir sur l'extérieur. Et donc c'est pas du tout égalitaire. Alors arrêtez-moi si je me trompe aussi, mais il me semble que la société athénienne était beaucoup plus sexuellement tournée vers l'homosexualité que vers l'hétérosexualité, et que, que la femme était plus vue comme un ventre procréateur, comme un moyen de générer une descendance plutôt que... Je vais clarifier ça, c'est tout simplement en fait, c'est pas nécessairement que la femme était un engin procréateur, c'est juste que pour les Grecs, le fait d'être homosexuel ou hétérosexuel n'avait aucune importance. C'est-à-dire que maintenant, c'est très socialement créé, donc les manifs pour tous, tout ça, les dramas. Mais à l'époque, on s'en foutait. On pouvait être homosexuel. Il y avait même des échanges, où quand un homme avait suffisamment d'argent, il pouvait, même s'il était marié, aller voir des plus jeunes, etc. Enfin, bon, c'est un peu plus... c'est un peu libertin, mais ça fonctionnait comme ça. Je sais pas si je peux me permettre de rebondir là-dessus. Après, ce qui est assez caractéristique dans l'Antiquité, c'est l'idéal d'amour pédérastique aussi. Donc c'est quand même quelque chose d'institutionnalisé, et c'est même, ça fait partie du devenir citoyen. C'est-à-dire qu'un homme plus vieux qui est nubile va prendre en charge un jeune garçon, qui n'est pas encore nubile, qui n'a pas encore ses poils, on va dire. Ça faisait partie du devenir catholique, ça. On peut dire qu'on est resté dans la tradition. Oui. Et en fait, il initiait ce jeune homme à l'amour, mais aussi à la pensée en fait philosophique. Oui, c'est ça en fait, c'est que la pédérastie c'était vu. Les Grecs pensaient que le savoir ne se transmettait de manière optimale que par l'amour en fait, l'amour physique. Ouais. Et là, ça faisait partie du devenir citoyen, de l'amour entre hommes, et la femme n'était pas considérée comme citoyenne par contre. C'est ça. Ah, ça c'est vrai. C'est en ça, tu vois. Moyen, quoi. Chose importante que j'avais complètement oublié, mais tu as raison. Tu as raison. C'est en ça que je voulais dire. Et Hercule a une petite histoire d'amour avec un jeune homme appelé Hylas. À propos d'Hercule, alors je le glisse très vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hercule, lorsque lorsqu'il revient des enfers en fait, et qu'il découvre que son royaume a été envahi par un autre, qu'il devient fou de rage, il est féminisé. C'est-à-dire que c'est la déesse de la folie qui prend possession de son corps et qui pulvérise strictement tout le monde, donc sa femme, ses enfants qu'il va chasser comme du gibier, etc. Donc ouais, à nouveau, bon, on se mouille pas trop quoi. Bon, il fait des choses horribles, mais bon, c'est pas très grave. Il était femme à ce moment-là. Voilà. Bon, je pense que je vais vous laisser avec Pierre. Pierre. Parle donc. C'est comme si c'était quelque chose d'horrible et très triste. Non, pas Pierre. Ça c'est quand c'est avec Louis. Pas l'homme au chapeau. Alors, merci, oui, tu te tais maintenant. Alors, aujourd'hui est un jour de gloire. Aujourd'hui est le jour que j'attendais depuis des années, depuis 4 ans plus précisément. Parce qu'aujourd'hui, je parle de House of Cards sur les ondes. Aujourd'hui, je déclame mon admiration sans faille pour Kevin Spacey, mais encore plus, oui. Comme aujourd'hui nous parlons d'héroïne, je vais vous parler du plus redoutable prédateur que le monde des séries ait pu créer, Robin Wright, ou plus précisément son personnage de Claire Underwood, née Claire Hale. Alors plus que de l'admiration, c'est une quasi-vénération que je tenterai aujourd'hui d'exprimer pour cette actrice, et pour l'interprétation magnifique qu'elle nous fournit. Alors de suspense, point trop n'en faut, d'abord on va recentrer un peu le sujet. Je vais essuyer les larmes de joie que j'ai répandues un peu partout sur mes genoux et sur ceux de Louis, et je vous indique de suite ce qu'est House of Cards. Donc il s'agit d'une série américaine créée par Beau Willimon et diffusée par Netflix depuis 2013, elle-même adaptation d'une série britannique du même nom, elle créée par Andrew Davies, diffusée en 1990, et qui est elle-même en plus tirée d'un roman de Michael Dobbs. Donc cette série parle du parcours d'un politicien du Parti démocrate, Frank Underwood, incarné par Kevin Spacey, respect éternel. Alors Pierre vient de se taper sur le torse. Voilà. Parce que, voilà. C'était une petite métaphore. Pourquoi t'es là toi déjà? Pour préciser. C'est une petite métaphore. Donc, bref, Frank Underwood incarné par Kevin Spacey dans son ascension jusqu'au pouvoir suprême. Alors certes, il s'agit d'une œuvre de fiction, mais elle est très bien travaillée et permet de mettre en lumière le fonctionnement de la vie politique américaine, que ce soit par le biais des manœuvres politiques que par les coups bas, ou encore par l'usage intensif du lobbying.
Nous suivons, en plus du couple Underwood, une série d'autres personnages comme le bras droit de Frank Underwood, Doug Champler, sorte d'homme à tout faire qui règle les problèmes bien souvent dans les limites de la légalité, ou encore Zoe Barnes, interprétée par Kate Mara, une journaliste prête à tout pour percer dans son milieu. Je reviendrai sur ce personnage plus tard, pas d'inquiétude. Donc, je ne vais pas m'étendre davantage sur la série en elle-même, mais sachez qu'il va y avoir du spoil dans l'air, puisque je ne peux pas parler davantage du personnage de Claire Underwood sans dévoiler des morceaux de l'intrigue principale. Donc, au départ, Claire est une lobbyiste, donc une personne ayant des intérêts convergents avec d'autres et faisant pression sur telle ou telle personne ou groupe pour obtenir des résultats à la tête d'une ONG. Elle est mariée au whip du Parti démocrate. Le whip est un député chargé de veiller à ce que les membres de son parti restent dans les lignes de ce dernier et soient présents tout simplement aux grandes assemblées nationales, ce qui manque cruellement à la nôtre. Donc, il échoue à devenir secrétaire d'État et par la même occasion va empêcher son épouse d'accéder à une plus grande influence. Chemin faisant, il deviendra tout de même vice-président puis président. Sa femme devient alors sa conseillère la plus capable, puis la première dame ainsi qu'une ambassadrice de l'ONU. Toutefois, elle ne parvient pas à s'émanciper dans son rôle de première dame au point de choisir de quitter son mari. Donc, elle restera auprès de lui à la condition d'obtenir plus de pouvoir. Donc ici, bas les couilles de l'amour et des conneries du Babtouf, Claire Underwood se bat elle aussi pour le pouvoir. Elle mène même sa propre campagne politique en désaccord complet avec la stratégie de Frank lors des élections présidentielles. Donc voilà pour le topo sur la trame. Donc rien qu'avec ça, normalement, vous devez voir que loin d'être un personnage secondaire, Claire Underwood est l'égale de son mari. Au casting, Robin Wright ayant entre autres milité pour obtenir le même salaire que Kevin Spacey, ou dans la diégèse de la série. Le duo Claire-Frank est particulièrement complémentaire, leur mariage n'étant en fait qu'une alliance politique. On n'est pas vraiment sûr qu'ils s'aiment réellement, même si à plusieurs reprises ils le disent. Tu pourras discuter de ça après. Je suis d'accord, c'est discutable. Mais on peut constater néanmoins que Frank dépend énormément de la présence de son épouse, qui est un pilier très important de toutes ses décisions, alors qu'au contraire, on peut voir que Claire parvient à s'en sortir seule sans trop de problèmes, même si elle finit souvent par revenir auprès de Frank. Donc si elle dépend au début des décisions de son mari, on assiste saison après saison à son émancipation et à sa volonté de se démarquer. Dès l'instant où l'égalité du couple Underwood n'est plus respectée, leur contrat tacite prend fin. Et Claire part assouvir ses ambitions personnelles. Donc là, je suis tenté de faire un rapprochement avec des femmes historiques, comme Aliénor d'Aquitaine, qui pesait pas mal dans le game du XIIe siècle, ou d'autres femmes présentes dans des séries comme Lagertha dans Viking, qui est une chef de guerre et une politicienne qui n'a pas besoin d'un homme au pouvoir. D'ailleurs, elle s'empare du pouvoir à plus d'une reprise sans aucun problème. YOLO. Et il y a sans doute d'autres exemples qui vous sembleront plus pertinents, mais je ne suis pas un énorme mangeur de séries, je dois l'avouer. Donc je n'ai pas choisi le sujet de Claire Underwood juste parce que j'admire Robin Wright ou son jeu d'actrice, mais parce que je trouve que House of Cards, ainsi que plusieurs séries contemporaines, réussissent à montrer une image de la femme forte, sans pour autant tomber dans la surenchère, dans la caricature. C'est un équilibre difficile à trouver, ce qui est tout aussi vrai pour ce qui concernait l'écriture de cette chronique. Parce que la facilité avec laquelle on peut se faire taxer de sexiste par des personnes souvent assez peu au fait elles-mêmes de ce qu'est le féminisme, étant assez ahurissante, c'est avec une légère appréhension que j'ai écrit mon papier. Mais là où moi j'hésite, les auteurs de House of Cards ne le font pas. Le sexe des personnages est parfois un argument pour poser des problèmes scénaristiques et les sexistes sont présents dans la série. Mais pour autant, l'héroïne obtient tout de même ce qu'elle veut. Mention spéciale au personnage de Kate Mara, sur lequel je vais revenir maintenant rapidement. Donc son personnage, qui est une journaliste, entretiendra une liaison avec Frank Underwood pour pouvoir obtenir des informations qui la propulseront dans le monde du journalisme. Et là, la série parvient à montrer qu'il ne s'agit pas d'une femme qui couche pour monter en société, mais de deux individus, aussi arrivistes les uns que les autres, qui se rendent service mutuellement pour gagner du pouvoir, le sexe n'étant qu'une option pour eux et pas un moyen d'avilissement de la femme. La série montre d'ailleurs une vision de la femme de pouvoir qui est l'égale de l'homme ou qu'il devient à un moment. La dernière scène de la saison 4 en est un exemple, vous comprendrez lorsque vous regarderez cette série, parce que vous allez regarder cette série. C'est beaucoup plus intéressant que l'affaire de Pénélope Fillon ou le programme électoral de Macron, qu'on ne connaît pas. C'est très drôle aussi. Sur la sexualisation, Pierre, sur la sexualité, je pense que le sexe pour une femme, ça peut aussi être justement un moyen d'avoir du pouvoir, en fait. Ah oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas forcément aliénant. Enfin, tu vois, c'est souvent justement dans les fictions où la femme utilise son pouvoir de séduction pour obtenir des choses. Et je sais pas si c'est comme ça que ça se passe parfois dans House of Cards. Pour le cas du personnage de Zoe Barnes, en fait, Frank Underwood est bien trop intelligent pour se laisser un peu berner par un truc aussi... je vais dire un truc aussi banal qu'un physique, mais non, je pense pas qu'elle l'utilise comme ça pour le coup dans la série. Mais oui, effectivement, à plus d'une reprise, dans beaucoup de fictions, les femmes utilisent le sexe comme une arme de pouvoir et comme un moyen de pression éventuellement. Mais dans le cas présent,
ce n'est pas le cas. Le sexe n'est ça n'aliène rien et ça n'avilit personne, c'est juste une option dans un échange politique. C'est marrant, tu disais que c'était compliqué de parler de féminisme à la radio. Et en effet, j'ai l'impression qu'on a pris un gros risque. Mais voilà, toujours debout, hein, comme Renaud. Et on n'a toujours pas entendu Marie d'ailleurs. Si, tout à l'heure, sur la pédérastie. Je parlais de l'autre Marie. Est-ce qu'elle aura envie de s'exprimer? Non, mais c'était pas nécessaire de le rappeler. Tu t'as tué Marie, ça y est. Marie vient de prendre conscience que son prénom était répandu. Oui, il existe plusieurs Marie. Et là, Marie nous fait un geste assez insultant. Ouais. Mais pour revenir sur ce que tu disais, Pierre, sur Robin Wright qui demande une égalité salariale avec Kevin Spacey, en fait, il me semble que depuis que ça lui a été accordé, cette égalité salariale, il y a de plus en plus d'acteurs de séries, d'actrices plutôt, qui demandent une égalité avec le salaire de leur comment on appelle ça ? Leur congénère. Voilà, leur homologue masculin. Et c'est le cas par exemple dans la série Shameless, où en fait l'actrice Emily Rossum, qui est le personnage principal, était payée 2 fois moins que l'acteur qui interprète son père, et qui est pourtant un personnage secondaire. Alors, il y a aussi le cas inverse, en fait, c'est qu'il y a des fois où la femme est mieux, enfin, c'est assez rare, mais par exemple dans la série Big Bang Theory, l'actrice qui joue le personnage de Penny... Comment ? Kelly Cuoco, l'actrice. D'accord, parce que c'est très bien, parce que je connaissais plus son nom, tu vois, donc merci beaucoup. Et bien, elle a réussi à faire la chose incroyable, c'est qu'elle est beaucoup mieux payée que la plupart de ses collègues, et c'est même, je crois, la femme la mieux payée pour une sitcom. Non, c'est celle qui joue Gloria dans Modern Family. Modern Family, on a des spécialistes. D'accord. Regardez tous Modern Family, c'est génial. Pardon. En tout cas, elle pèse une blinde, j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. Et tu parlais de la relation amoureuse entre Zoe Barnes et Frank Underwood. Voilà, et tu disais que c'était pas si évident. Pourquoi ? Pas si évident, c'est-à-dire Non, en fait, il parlait de la relation entre Claire et Frank. Ah d'accord, pardon, oui, parce que l'amour. Oui, l'amour, ouais. Mais c'est vrai que même entre Zoe Barnes et Frank, l'amour est pas présent en fait. Il y a clairement pas d'amour entre deux. C'est juste le sexe est juste là comme. Non, c'est-à-dire que Zoe Barnes croit à un moment donné qu'elle a réussi à prendre la main sur Frank Underwood, alors que pas du tout. Mais on parlait plutôt de l'amour entre Claire et Frank, qui est pas forcément évident dans le sens où ils sont très avares de paroles amoureuses et de paroles. Les indices pour déceler ça sont très très maigres. C'est se rendre vulnérable. C'est se rendre vulnérable, mais c'est-à-dire que Frank et Claire ont une relation tellement particulière. En fait, ils se caractérisent comme les deux seuls piliers face au monde. En fait, juste c'est eux contre le reste du monde. C'est d'ailleurs une citation de la série. Et ils voient ça effectivement comme une association politique. Un moyen d'arriver à leur fin, mais leur mariage ne repose pas entièrement sur une attirance physique ou une attirance amoureuse en fait. D'ailleurs, on les voit très rarement avoir des rapports physiques. Je pense qu'on peut compter en 4 saisons, on doit compter sur les doigts d'une main le nombre de rapports physiques. 3 je pense. 3, ouais, à peu près 3 à 3 reprises, on les voit mais d'ailleurs, c'est assez intéressant avoir des relations, mais c'est tout. Mais c'est d'ailleurs assez intéressant la manière dont ils ont ces relations sexuelles, parce que, par exemple, il y a eu une de ces scènes, le sexe, en fait, est juste une soupape de décompression physique, par exemple. Il y a une scène où Frank est juste épuisé, et où il n'arrête pas de travailler, où il se perd complètement dans son boulot et commence à prendre des mauvaises décisions. Et Claire le voit se débattre un petit peu avec ça, et là, elle trouve comme idée, la seule solution qu'elle trouve après avoir tout essayé, c'est de s'asseoir à califourchon sur sa verge. Voilà. Oui, du coup, c'est complètement utilitaire. C'est magnifique. Voilà. C'est une scène très belle d'ailleurs, hein, mais bon, voilà, après, il faut aimer. Mais du coup, le sexe est vu comme utilitaire, là. Voilà, c'est juste une soupape de décompression physique et sans forcément qu'il y ait de l'amour. Mais voilà. De toute façon, quand il y a des relations sincères dans cette série, ou bien elles ne durent pas, ou bien les personnages qui entretiennent ces relations amoureuses sincères finissent par se faire baiser, excusez-moi du terme, mais ce sont des personnages qui ne durent pas dans la saison. Mourir. Hein. Certains meurent et d'autres tout simplement finissent par abandonner parce que broyés par un système qui est complètement inhumain et qui considère le sentiment humain comme une faiblesse. Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Boomerang 99.7 FM. 89.7 FM, enfin Julie. On la pende. Excusez-moi.
Donc moi je vais vous parler de la série iZombie, donc diffusée sur la CW et qui adaptait des comics du même nom. Donc dans la série, on suit le personnage de Olivia Moore, une interne en chirurgie qui, après une soirée sur un bateau, se fait griffer et est transformée en zombie. Donc à ce moment-là, elle abandonne toutes ses aspirations de chirurgienne pour aller travailler dans une morgue en tant que médecin légiste, ce qui lui permet d'avoir accès à des cerveaux qu'elle peut manger pour ne pas perdre son humanité. Cependant, pour chaque cerveau qu'elle va manger, Liv va hériter des souvenirs du défunt, mais également de ses capacités physiques et mentales. C'est-à-dire que si la personne donc décédée parlait le coréen, elle saura parler le coréen, mais si la personne savait faire du kung-fu, elle saura aussi faire du kung-fu. Et ça, c'est pendant la période où elle est en train de manger le cerveau de la personne qui est morte. Sur une période très courte, enfin un temps donné après l'ingestion. Et ça dure perpétuellement ? Non, c'est sur 12 heures, imaginons, c'est pas dit explicitement. Ah, dommage, parce que sinon ce serait hyper pratique. Et donc la digestion. Et du coup, elle obtient aussi les souvenirs du défunt. Et donc de fil en aiguille, elle va en venir à se faire passer pour une médium auprès d'un détective, donc le détective Babino. Et elle va l'aider à résoudre des meurtres, puisqu'elle a des flashs où elle revoit la personne se faisant tuer en fonction de certaines choses qui lui arrivent à elle. C'est-à-dire qu'elle mange les gens dans une morgue ? Elle mange leur cerveau dans la morgue. Ah, sympa. Un petit carpaccio. Il fait froid. Non, c'est ça. Donc parallèlement, il y a Ravi, son patron, donc à la morgue, qui devine très rapidement, et on ne sait pas trop comment il arrive à deviner aussi rapidement. Il arrive à deviner donc sa condition, et il décide de l'aider à trouver un remède contre le zombitisme. Mot totalement qui est une maladie dont on ne parle pas. Voilà, mot totalement breveté depuis à l'instant. Et donc bien que ensemble, voilà, c'est ça. Vous pouvez faire des dons, d'ailleurs, il y a un numéro. Donc bien que les intrigues soient parfois un peu bancales, voire carrément pas crédibles, il existe une très bonne dynamique entre les personnages, enfin entre les trois personnages principaux, sans qu'il n'y ait forcément d'ambiguïté de sexuelle ou ils sont vraiment amis ou collègues, mais ça s'arrête là. Et donc, outre cette dynamique, on retrouve donc dans iZombie une intrigue principale originale, construite autour d'un zombie féminin, qui est présenté comme un personnage fort, mais également intelligent, indépendant, drôle, courageux, tout en étant complexe. Le changement de personnalité de Liv à chaque épisode arrive à donner un certain rythme à la série qui utilise le style procédural, c'est-à-dire qu'il y a un crime par épisode, avec un fil rouge en arrière-plan, mais qui est vraiment bien amené. Et on s'intéresse vraiment à ce fil rouge. Donc iZombie surfe allègrement sur le côté kitsch du zombie, donc le côté décalé est poussé à l'extrême, si bien que quand Liv prépare ses cerveaux, elle fait des recettes où on la voit couper ses cerveaux et faire des plats de bolognaise de cerveau, des sandwichs, des croque-monsieur, etc. C'est bien ce que je disais, un carpaccio alors. Mais la vraie question, c'est est-ce que le spectateur a faim en Oui. voyant Les plats sont presque appétissants. Mais ça, c'est du génie. Hein. Il suffit de voir la série Hannibal où franchement j'ai vraiment envie de manger ce qu'Hannibal prépare. Ouais, grave. C'est vrai, exact. C'est parce que t'as un problème, oui. Donc je finis rapidement. Si vous avez aimé Véronica Mars, vous allez très vite identifier le style de Rob Thomas, qui est donc le créateur des deux séries, où vous allez retrouver donc une héroïne têtue et indépendante, des monologues contemplatifs qui sont un peu la marque de fabrique de Rob Thomas, ou bien encore l'art de jongler entre les situations ridicules ou des sujets graves, ce qui permet de donner une certaine légèreté à la série, enfin aux deux séries en fait. Tout en... les personnages, ils ont une profondeur psychologique du coup. Oui, c'est ça, en fait, les personnages arrivent pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. On apprend quand même un peu ce qui s'est passé avant dans leur vie. Mais du coup, j'avais une question, est-ce que elle est dépendante de sa condition ? C'est-à-dire est-ce qu'elle ne peut pas s'empêcher de manger ? Oui, d'accord. Elle est obligée de manger, sinon elle perd son humanité en fait. C'est-à-dire elle meurt ? Non, elle devient un vrai zombie comme les clichés. En fait, elle a des crises en mode full zombie mode. Du coup, ça lui sert ça dans l'intrigue ? À certains moments, oui, mais bon. Et ça la rend forte aussi, ça du coup. Ouais, c'est le genre de zombie.
si c'était le genre de zombie dans The Walking Dead, la série serait terminée. Elle passe en mode berserk. Si je me trompe pas, c'est c'est ça. En fait, c'est des montées d'adrénaline quand elle est dans une situation difficile, dangereuse ou quoi. C'est ça, l'instinct de survie du zombie reprend le dessus à certains moments, même si elle mange régulièrement des cerveaux. Mais si elle arrête totalement, dans ce cas, elle perd totalement le contrôle et c'est impossible de la calmer. Et ça devient un arc dans la série ou pas sur le personnage. D'accord, ok. Mais sur d'autres personnages et même le méchant de la première saison, c'est un zombie. D'accord. Et il transforme des personnes très riches en zombies. Volontairement, de façon à faire prospérer son business de cerveau. Deliveroo. Ouais, c'est ça. Quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est que du coup j'ai regardé Véronica Mars et iZombie un peu pour préparer l'émission, puis parce que Juliette m'en a parlé avec enthousiasme. Toujours. Et les deux héroïnes, elles enquêtent. C'est leur spécialité. Et en fait, elles se servent pour manipuler les gens. Elles prennent le mode pétasse un peu, par moment. En fait, quand elles doivent... Full mode pétasse. quand elles doivent parler, obtenir des informations auprès d'un policier ou elles essaient de manipuler les gens. Et je trouve ça surprenant, en fait. Sans parler forcément de mode pétasse, elles jouent de leur charme. Ouais, c'est ça, non, mais je rigole en disant ça, mais tu vois, ça fait bizarre parce que c'est des héroïnes qui sont vachement ironiques, un peu... elles ont de l'humour, elles ont ces abusés, elles ont de l'humour noir et tout, et du coup, c'est marrant de les voir vraiment changer de masque, quoi. Après, ce qui est bien aussi dans la série, c'est que dans les séries, c'est que autant Liv que Véronica, elles ont une représentation physique. Ce sont deux très belles femmes, mais pas hyper sexualisé, quoi. Voilà, en fait, le style jean, veste est vraiment le style vestimentaire qu'il représente. Et donc pas dans Charmed, quoi. Ouais, voilà. Non. Parce que comptez le nombre de nombrils que vous voyez dans Charmed, et pourtant j'ai jamais regardé, mais juste à voir. C'était notre époque aussi. Non, mais après, ça c'est un sujet intéressant aussi. C'est Véronica Mars ou Charmed, c'est quand même les années 90. L'hypersexualisation des femmes dans les films, etc. C'est un sujet récurrent. C'est clair. Je veux dire, essayer de trouver une héroïne qui est ne serait-ce qu'un peu laide. Bonne chance, hein. Si. Chronique d'une jeune fille ordinaire ou d'une jeune fille obèse, je sais pas trop. Maïmat Fadoy. Oui, mais là le problème, c'est qu'elle est caractérisée par ça. C'est qu'elle est caractérisée par son obésité. J'avais vu récemment. Mais par contre, ça la rend. Ça vient contrecarrer tout ça, c'est que ça la rend belle à un moment donné. C'est-à-dire qu'elle trouve quand même des gens qui la trouvent belle, et ça vient complètement contrebalancer. Ça vient déjà la chambouler elle en tant que personne, et voilà. Alors je vais te répondre, c'est tout simplement, j'avais vu récemment un magazine, récemment, c'est peut-être un an, mais c'était un truc Closer, Elle, Voici, n'as-tu pas honte? Voilà, ce genre de tabloïd, qui était très fier de présenter son premier modèle, qualifié de obèse ou en surpoids, je ne sais plus. Grande taille, non? Ou modèle grande taille. C'est un peu plus positif. Peu modèle importe. obèse morbide. Toujours est-il que c'était il me semble que le sous-titre c'était les rondeurs c'est joli, soyez-en fiers, etc. Et ils en faisaient donc un numéro spécial. Sauf que le reste du temps, les 365 autres jours de l'année, c'est toujours la même diva d'1m86 pesant 45 kilos et avec des seins incroyables qui est sur cette couverture, en fait. Et c'est ça le problème, c'est que si on prend l'héroïne un peu moins jolie comme une exception et qu'on dit « Regardez, c'est une exception », et bien d'un seul coup, le propos perd tout son sens. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Mais et j'ai eu un exemple en tête comme ça en parlant, mais il me semble que, alors vous allez devoir m'aider, c'est une héroïne de quelque chose qui est sorti récemment. Donc c'est une fille qui doit choisir entre 5 groupes et elle se retrouve dans aucun. Divergente, c'est ça. Ok. Voilà, merci. Okay. Je m'en souviens bien. Hein. Ça m'a marqué. Hein. Non, mais c'est en rapport avec la qualité du film, je pense. Voilà. Vas-y. Mais toujours est-il que en fait, j'avais été agréablement surpris de voir que l'héroïne n'était pas nécessaire. Elle n'était pas laide. Elle n'était pas jolie.
Elle était normale. C'était vraiment une fille lambda en fait. Ouais, d'accord. C'était agréable de voir une fille lambda comme ça posée et puis voilà, un peu comme Jennifer Lawrence dans Hunger Games, qui est devenue belle parce qu'ensuite elle est devenue une icône, mais à la base Jennifer Lawrence est un physique assez commun, commun, mais même qui peut être vu comme laid, comme beau en fait, ça dépend. Alors, je vois que Flore n'est pas d'accord du tout. Non, tout est relatif, hein, faut pas exagérer. Quand même, elles peuvent pas être considérées. Ouais, il y a des gens qui la trouvent moche, d'accord, mais elle correspond au stéréotype de la beauté. Elle est mince, elle a un visage harmonieux. Elle est en forme, enfin elle a des formes. Elle est tonique. Oh là là, des grosses formes. Bah ouais, non mais je veux dire, enfin après c'est surtout dans le roman où Katniss est pas spécialement magnifique, mais en l'occurrence Jennifer Lawrence, je pense que c'est pas exactement les critères de la beauté hollywoodienne qu'on peut attendre. Oui, d'accord, mais bon, dans ces cas-là, on devient très spécifique et on s'attaque à des critères bien particuliers. À ce moment-là, on parle des hommes aussi dans les productions hollywoodiennes qui sont aussi complexants pour la population masculine. Enfin, je sais que le thème c'est... Oui, bien sûr, on a le droit de parler des hommes aussi. Hein. Par exemple, je regardais un article ce week-end, il parlait de Ryan Gosling qui était la nouvelle pin-up en fait. Qui est très énervant, oui. Non, mais et du coup il parlait, il disait qu'il avait très peu de chances de gagner un Oscar parce que les hommes, souvent les hommes qui gagnent des Oscars, c'est des hommes assez âgés qui ont eu un rôle qui n'était pas basé sur le physique. Contrairement aux femmes, où en fait les femmes qui gagnent des Oscars, l'Oscar de la meilleure actrice, sont des femmes jeunes, belles, qui n'ont pas eu besoin de s'en les dire ou... Je sais pas si c'est vrai pour tout, j'ai pas d'exemple ou de contre-exemple en tête, mais... Enfin bon... Et je pense qu'on a bien discuté. Est-ce qu'on peut parler 30 secondes d'un dernier truc par rapport aux critères? Je pense qu'on ne peut pas parler 30 secondes d'un dernier truc. Je suis déçu. Regardez le test de Bechdel sur internet, c'est intéressant. Voilà, suffit. Tristan. Oui, tout à fait. Bonjour. Tu avais à nous parler et nous t'écoutons. Voilà, alors moi aujourd'hui je vais vous parler d'une série de romans qui s'appelle À la croisée des mondes. Alors pour faire un bref rappel et pour présenter l'œuvre à ceux qui ne la connaîtraient peut-être pas malgré sa très grande notoriété, parce qu'en gros si vous en avez pas entendu parler c'est que vous allez devoir le lire, vraiment. Donc pour faire court, À la croisée des mondes, c'est une trilogie de romans dont l'histoire se déroule dans un univers un peu steampunk qui repose sur le personnage de Lyra. C'est une jeune orpheline qui va se voir confier un objet qui s'appelle l'alétiomètre. C'est un objet qui a la capacité de répondre à n'importe quelle question pour peu qu'on sache le déchiffrer. Donc au cours de ses aventures, Lyra va traverser plusieurs mondes, comme le titre l'indique, et va se lier d'amitié avec un jeune garçon qui vient de notre monde à nous, qui s'appelle Will. Donc ensemble, ils vont s'allier pour atteindre leurs objectifs et ils vont se trouver engagés dans ce qui va se trouver comme être ni plus ni moins que la rébellion des peuples de tous les mondes contre les forces divines, aka Dieu, Yahvé, le Tout-Puissant, le Créateur, le Chariot ou encore le vieux barbu de son petit nom. Alors bon, quelle utilité concrète et applicable trouver à deux gamins dans la résistance face à un bazar aussi cosmique que Dieu? Et nom de lui, en quoi ceci est-il lié au thème? Donc j'entends vos cris et votre impatience face à tant de suspense, c'est pourquoi je vais m'empresser de répondre. Non mais c'est bon, c'était très ironique. J'y viens donc. Donc voilà, outre les artefacts que les deux enfants ont en leur possession, ah oui, parce qu'en plus du lecteur de vérité de Lyra, Will récupère un petit couteau tout mignon qui peut ouvrir des fenêtres entre les mondes et couper tout ce qui existe. Voilà. Donc, en plus de tout ça, Lyra est le sujet d'une prophétie énoncée par des sorcières qui la désignent comme la réincarnation de la mère de l'humanité selon la Bible, Ève, qui est coupable du péché originel et responsable de l'exclusion de l'homme du jardin d'Éden. Rien que ça. Voilà, donc pourtant, le personnage de Lyra s'éloigne énormément de l'image de ce que l'inconscient collectif peut se faire de la figure biblique de Ève, à travers la peinture, à travers les enluminures, les illustrations. Elle est dès le départ caractérisée comme très indépendante, comme tête brûlée, défiante face à tout type d'autorité. Et donc, avant le succès des Hunger Games et des autres divergentes, Philippe Pullman créait déjà une héroïne forte et rebelle qui échappait au canon que l'Église et la culture chrétienne occidentale, en général, propagent quant aux vertus et aux tâches qu'une femme se doit de remplir. Donc si on devait opposer un seul point à cette analyse, ce serait celui-ci. Lyra n'est pas une femme au sens adulte du terme, c'est une enfant. En effet, cette dernière, à la fin de la trilogie, atteint à peine les 13 ans. Donc c'est bien assez âgé pour les représentants de l'Église catholique, me direz-vous. C'est toutefois discutable selon la majorité de la population. Donc à cette opposition fictive,
Ouais, c'est ça le truc génial avec le fait de soliloquer, tu te crées tes propres questions, c'est génial. Je tiens à préciser que j'adore ce job. À cette opposition fictive, donc, on pourra répondre que c'est justement le fait que Lyra devienne une femme en atteignant la puberté qui se trouve être le point de résolution de toute l'intrigue. Pour vous expliquer un peu plus rapidement, Lyra étant la réincarnation de la femme originelle, aka Ève, cela fait de son acolyte Will un représentant d'Adam, réincarné également. Donc une théorie de lecture qui a été aujourd'hui confirmée par Philip Pullman lui-même propose de voir l'œuvre comme une réécriture du mythe de la chute dans la Genèse, mais cette fois, plutôt que d'être coupable, l'acte d'amour charnel incarné par la relation naissante entre Will et Lyra constitue l'événement qui sauve l'univers de tous les mondes du naufrage. C'est également Lyra qui découvre la première ses sentiments et le trouble qui l'envahit là où auparavant ne se trouvait que de l'amitié envers Will. Donc en effet, à la croisée des mondes, malgré les thèmes métaphysiques qu'il aborde et l'action très centrée héroïque fantasy, est aussi une œuvre qui traite de l'initiation, du passage à l'âge adulte et la découverte de la sexualité, entre autres plusieurs thèmes. Il est aussi intéressant de noter qu'en dehors de Lyra, qui est déjà plutôt badass dans son genre, la grande majorité des personnages féminins, qui sont relativement nombreux, sont des femmes, soit extrêmement puissantes et intelligentes, comme Madame Coulter, qui est la mère de Lyra, chef de l'inquisition religieuse, qui est jouée par Nicole Kidman dans l'adaptation au cinéma, ce qui est le seul atout du film, ou bien Serafina Mpekala, qui est une reine sorcière qui aidera les protagonistes tout au long de leur aventure, ou encore Mary Malone, qui est, on parlait justement des professions attribuées aux femmes tout à l'heure, qui est une scientifique qui travaille sur la matière noire et qui se retrouvera au centre de l'intrigue en incarnant le serpent tentateur pour la jeune héroïne. Bref, si quelqu'un en doutait encore, À la croisée des mondes regorge de figures féminines libres, fortes et indépendantes, à commencer par sa protagoniste principale, qui vient briser le carcan idéologique dans lequel les femmes de nos sociétés chrétiennes sont trop souvent enfermées. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que Philip Pullman, il a aussi une autre série qui s'appelle les Sally Lockhart. Et là aussi, on a une héroïne qui est assez indépendante, libre, qui est détective, donc qui est encore un peu loin des préjugés qu'on peut avoir sur le rôle de la femme, de la fille, même enfant. Et c'est vrai que tous les personnages féminins de Philip Pullman sont assez travaillés et c'est pas des personnages creux. Et très souvent supérieurs aux hommes. D'ailleurs, il y a très peu d'hommes au final dans les productions de Pullman qui sont définis comme particulièrement puissants, en définitive. Je ne sais pas s'il y a une persistance chrétienne dans Sally Lockhart, non, il y a moins de... J'en ai pas souvenir, après ça fait un moment que je les ai lus, mais je sais qu'elle est tout le temps en train d'échapper à des persécuteurs, elle est tout le temps en train de chercher des choses, et vraiment dans une démarche d'émancipation en quelque sorte. Et c'est, je pense que c'est à l'époque victorienne, donc c'est encore quelque chose dans le passé, mais une femme qui se détache un peu... Parce que le monde de Lyra se situe aussi dans un univers victorien, donc on sent que Pullman aime beaucoup cette époque-là. Petite préférence. Ouais, voilà, c'est ça. Tu parlais... Ah pardon. Non, vas-y Flore, nous t'écoutons. Tu parlais de la relation Lyra-Will. Oui. Moi, quand je l'ai lu, j'étais ado, je devais être au collège. Oui. J'étais presque déçue à la fin qu'il y ait une histoire d'amour en fait entre deux. Parce que dès le début, ils sont amis, ils sont complémentaires. Et pourquoi il faut qu'à la fin il y ait une histoire d'amour je trouvais que c'était pas nécessaire dans cette histoire. Justement, du coup, ça m'étonne que toi, c'est une analyse qui a l'air, qui a l'air de tenir debout, etc. Mais ça m'étonne qu'on accorde autant de place à cette relation-là. On y accorde autant d'importance parce que justement, comme j'ai rappelé dans la chronique, c'est la clé de voûte de toute l'intrigue au final. C'est par la découverte de leur amour, c'est qu'en fait, l'histoire aurait très bien pu se passer sans qu'ils ne se découvrent un amour l'un pour l'autre, mais à ce moment-là, les mondes seraient, l'univers aurait été détruit, et donc, mais parce qu'ils ne le savent pas en fait au final. Pourquoi il aurait été détruit ? Parce que c'est par leur acte d'amour en fait que ce qu'ils appellent la poussière, qui est la matière consciente, qui est en fait la matière noire dans notre monde, mais qui a plusieurs noms, et que eux appellent la poussière, c'est par leur acte d'amour. La force. Voilà, ou la force, on peut dire ça aussi. C'est par leur acte d'amour que cette poussière va se remettre à couler normalement entre les mondes, et que l'équilibre entre les mondes va se restaurer parce
parce qu'ils sont sujets d'une prophétie énoncée par les sorcières et que Lyra est la réincarnation d'Ève et que du coup c'est le mythe de la chute réinversé. Et donc c'est l'acte d'amour charnel qui permet de sauver le monde, mais ça aurait aussi bien pu ne pas se passer parce qu'ils n'en ont pas conscience eux-mêmes en fait. Ils n'ont jamais conscience de ça. Je ne me souvenais pas que c'était la clé de l'histoire en fait. Si. Mais enfin bon, voilà. Et du coup, tu parlais de femmes qui se libèrent de leur carcan. À ce niveau-là, je tiens vraiment à conseiller une lecture qui est celle de la nouvelle Le Bug de Sylvain Tesson, qui est dans le recueil Une vie à coucher dehors. Et bon, déjà, lisez du Sylvain Tesson en général parce que c'est vraiment une plume magnifique. Tiens. Mais là, en l'occurrence, Le Bug. C'est étonnant ça. Le Bug, ça présente des femmes dans différents pays qui se lèvent toutes contre une forme d'oppression patriarcale. Et c'est vraiment brillant, c'est vraiment jouissif à lire parce que on voit toutes ces femmes qui mettent un terme à une espèce de truc séculaire qui les enferme dans justement des carcans et les voir briser leur chaîne tout ensemble et faire une espèce de révolution. C'est dommage que ce soit une fiction, mais du coup c'est quand même assez jouissif à voir. Louis m'avait attaché pour me faire lire cette nouvelle. Malgré les conditions de lecture, je dois avouer que c'était vraiment un chef-d'œuvre et je vous conseille aussi de le lire. Est-ce qu'il te tournait les pages pendant que tu étais attaché? Je lui ai lu à voix haute. C'est ça. Mais il était attaché par ma voix. Il y a des photos de cet événement parce que... on les gardera pour nous. Oui, toujours Flore, je t'écoute. Sur les héroïnes fortes, il y a Culottée de Pénélope Bagieux dont j'en avais parlé avec la page blanche durant la dernière mission. Et là, il y a le 2e tome de Culottée qui est sorti et c'est sur des femmes fortes justement, des femmes qui font partie de l'histoire qui ne font pas partie de l'histoire dont on parle, mais qu'elle a décidé de mettre en valeur. C'est des histoires vraies, mais du coup c'est des femmes de l'ombre quoi. Voilà, des femmes de l'ombre, de tout milieu, dans vraiment des domaines très différents. Mais par contre, bon, c'est romancé, quoi. Elle a réinterprété leurs histoires par la BD et c'est vraiment chouette. D'accord. J'ai un exemple comme ça en tête aussi de rébellion. C'est donc dans la BD Shangri-La que je vous conseille vraiment de lire, qui est une dystopie SF. Qui parle en fait donc d'une espèce de croiseur, de gigantesque vaisseau dans lequel vit le reste de l'humanité, puisqu'ils ont complètement dégueulassé la Terre et qu'elle n'est plus vivable. Un peu comme dans Wall-E. Et en fait, un peu comme dans Wall-E, c'est vrai. Et en fait, le monde se présente comme une utopie. C'est-à-dire que les gens travaillent, donc ils gagnent de l'argent, donc ils peuvent acheter des produits qui sont produits donc par la société qui les héberge. Et donc, si on regarde ça d'un peu loin, c'est terrible parce qu'ils vivent dans des espèces de cages à lapins, enfin, c'est monstrueux. Et l'artisan de la révolution qu'il va y avoir dans le livre, c'est une femme. Sauf que, pour être prise au sérieux, elle est obligée de se cacher derrière un homme, en fait. Et c'est donc la surprise des héros, c'est lorsqu'ils découvrent donc la révolutionnaire parfaite et qu'ils se rendent compte que l'homme qui se tient à côté d'elle, c'est juste un pantin qu'elle a choisi parce qu'il avait une belle voix, qu'il représentait bien, qu'il était plein de charisme, etc. Mais le véritable cerveau de toute la révolution, c'était elle. Un petit côté 1984. Un peu la Mulan aussi, du coup. Mulan, un homme et qui est le meilleur guerrier de toute son armée. C'est vrai, exact. Mais dans le même style, il y a la série The Undead qui est sortie il y a 2-3 ans, où tous les personnages féminins, quasiment, sont des personnages forts. Enfin, il n'y a pas un personnage masculin qui est considéré comme un personnage fort. C'est-à-dire que autant Clark, qui débarque sur Terre, va tout de suite prendre en main ce qui se passe, mais tous les chefs de clan, les chefs de guerre sont des femmes. Jeunes en plus. Et jeunes. Enfin, les hommes ont pas vraiment ont leur mot à dire, mais c'est pas eux qu'on écoute. D'accord. Ouais, c'est étonnant. Okay, très bien. Mais tu peux juste rajouter 10 secondes un petit peu sur oui, allons-y, nous t'écoutons. Une BD aussi qui est vraiment très très bien, qui s'appelle Seul. Je pense que beaucoup de gens connaissent. Cinématographique bientôt. Voilà, qui va sortir très bientôt, donc j'en profite un petit peu pour en faire la pub parce que c'est vraiment une œuvre très très intéressante, qui parle donc de jeunes qui se retrouvent seuls au monde, littéralement, qui se réveillent et qui ne savent pas, qui sont dans le monde qui est vide. Et il y a un personnage dedans qui s'appelle Leila, si je ne me trompe pas, qui est un des personnages les plus puissants et qui
prend en charge vraiment tout le monde, qui n'est pas une maman, mais qui est plutôt une guerrière aussi, au même titre que tous les autres, voire plus que tous les autres. Donc voilà, je trouve ça intéressant comme personnage aussi. Très bien. Vous avez une pléthore une flopée de livres. Une espèce de cri de sagouin. Bon. Nous allons maintenant vous laisser avec la chronique enregistrée de notre ami Morgane, la chronique Otaku, qui va vous parler spécialement donc d'un manga qui se nomme Ottomen. Et donc je vous lance ça tout de suite. Bienvenue sur la chronique manga, le repère des otaku. Pour traiter le thème d'aujourd'hui qui est l'héroïsme féminin, Morgane a décidé de porter son choix sur un manga qui n'est plus tout récent. Il s'agit de roulement de tambour, Ottomen de Aya Kano, paru aux éditions Delcourt. Il s'agit d'une série manga en 18 tomes qui a beaucoup fait polémique à tel point que le néologisme Ottomen, contraction de Otome qui signifie jeune fille et men qui, vous l'avez deviné, signifie homme, est entré dans le dictionnaire japonais. Un ottomen, mais qui est-ce donc ? Il s'agit d'un homme qui pense et qui aime les mêmes choses que les filles. Nous pouvons également rajouter qu'il s'agit à la fois d'un homme doté d'une grande virilité, mais aussi d'une grande dose de sensibilité. Les ottomens savent faire la cuisine, le ménage, coudre, en somme, ils sont de parfaites jeunes filles modèles. Ce shoujo traite avec humour de la différence homme-femme qui est très marquée dans les mœurs japonaises, mais pas seulement. C'est un sujet qui bien entendu transcende les frontières culturelles et intéressera sans aucun doute nos lecteurs français. Le résumé. Ottomen nous met en scène Asuka qui a tout de l'homme parfait, physique de mannequin, premier de sa promotion, champion de ligue nationale de kendo lycéen, premier dan de karaté et deuxième de judo, rien que ça. Ce modèle de virilité cache un terrible secret. Sous son masque se cache un jeune homme très sensible, aimant les choses mignonnes et sucrées, ainsi qu'un talent particulièrement poussé dans les domaines ordinairement réservés aux filles. Sa vie va basculer lorsqu'il rencontrera la jeune Ryo, dont il tombera éperdument amoureux. Ryo est en effet une jeune fille qui a tout du prince charmant. Vaillante, forte, courageuse et défenseuse des faibles, comment notre héros au cœur délicat ne pouvait-il pas succomber à son charme ? Mais voilà, la belle Ryo ne possède aucun talent culinaire, couturier ou ménager, un drame pour une jeune fille que la société destine au rôle de mère au foyer. Les points forts du manga. Je dirais d'abord l'engagement de l'auteur. L'auteur nous met en scène avec ingéniosité les stéréotypes traditionnels associés au genre. Les filles doivent être mignonnes et les garçons virils. L'inversion de ces stéréotypes crée un décalage très humoristique, mais pas uniquement. On s'attendrait que tout rentre dans l'ordre en effectuant le processus inverse pour remettre ces stéréotypes en place. Mais la trame du manga va dans une toute autre direction. L'œuvre dénonce le mode de pensée de l'étiquetage. Par cela, j'entends le fait que toute chose puisse rentrer dans des cases bien précises. L'homme qui aime le rose et la douceur ne sera pas forcément homosexuel. Il peut bien entendu l'être, mais pas forcément. Et c'est ce que défend l'œuvre. Le genre et les goûts personnels ne sont pas forcément liés. La femme vaillante et courageuse peut également être féminine. Tout comme le garçon manqué peut également posséder un cœur et être sensible aux hommes, et pourquoi pas aux femmes. La trame de ce manga développe des questions fondamentales sur le rôle de la femme attendu par la société et la réalité des choses. L'épanouissement de l'homme comme de la femme passe par autre chose que la question du genre. L'épanouissement de chacun passe avant tout par son propre mode de vie, ses goûts personnels, etc., indistinctement que l'on soit un homme ou une femme. L'autre point fort de ce manga, c'est qu'il adopte le point de vue d'un homme, et c'est vraiment chose rare. Voir un homme qui souffre des clichés de virilité que la société plaque sur lui et qui constate que les femmes souffrent également du même problème, c'est vraiment enrichissant. Il faut savoir que l'auteur est une femme avec des goûts souvent qualifiés de masculins. Les jeux vidéo, les combats, l'horrifique, qui ne s'extasient pas du tout sur la maternité ou la vie de mère au foyer. Et pourtant, Aya Kano choisit de traiter du sujet de la différence homme-femme sans une once de plainte, mais avec beaucoup d'humour.
d'un point de vue égalitaire et non exclusivement axé sur la femme. Le résultat est vraiment réussi. Ottomen récolte un joli 16, Morgane vous recommande. Toutefois, les faiblesses. Aya Kano étant à l'origine auteur de shonen et de seinen, qui vous le savez n'adopte pas du tout le code graphique du shoujo manga, les premiers tomes d'Ottomen font malheureusement figure de test graphique de la part de l'auteur, qui mélange avec tâtonnement les différentes caractéristiques. Heureusement, l'auteur prend de l'assurance dans les volumes suivants et l'on retrouve son style que pour ma part j'adore et que j'ai pris plaisir à retrouver dans le Requiem du Roi des Roses, son dernier manga en date paru en France. Vous avez aimé le thème et souhaitez aller plus loin? Vous êtes étudiant en littérature de jeunesse et souhaitez quelques références? Je vous conseille l'ouvrage Tintin et Hergé, une aventure de la pensée, dont le sous-titre est Où sont les femmes, paru aux éditions Ovadia. Cet ouvrage est écrit par Laurence Vanin, essayiste mais surtout docteur S. Lestre en philosophie à l'université de Toulon. C'était tout pour aujourd'hui, je vous envoie des bisous ensoleillés en direct de Nice. Ciao, bye bye. Et nous sommes de retour sur Radio Boomerang 89.7 FM. Vous êtes toujours sur Scriptonite. Merci d'avoir écouté Morgane. Et maintenant, c'est Marie que nous allons entendre. Laquelle? Celle qui vient de poser la question. Alors, en fait, j'avais envie de m'engouffrer dans la brèche de cette émission pour parler d'albums, parce que ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé d'albums. Néanmoins, c'est pas ce qui se prêtait le plus au sujet, et j'ai dérivé vers d'autres lectures. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup amusée, parce que tout à l'heure, nous avons parlé d'ère victorienne et d'héroïnes. Et justement, je suis en train de vous préparer un article pour le site qui recense en fait des œuvres, donc 2 romans et une série de 3 BD, qui ont pour point commun justement un contexte victorien et l'héroïsme féminin. Donc voilà, il s'agira du Mystère de la Ripsem, donc 2e lauréat du prix jeunesse Gallimard, de Cité 19. Et pour les BD, ce sera l'excellente, à mon goût, série communarde de Lupano, oui, avec 3 dessinateurs différents pour chaque tome. Marie, je t'aime. Une très bonne amie. Tu veux les conquis Voilà. Ok. D'accord. Et en fait, je suis surpris que ce soit aussi court. Je ne fais que du teasing. Bon, bah oui. Le mystère de la Ripsem, c'est très bien. C'est cyberpunk du coup. Oui, alors le mystère de la Ripsem, en fait, je vais m'en servir comme support pour une réflexion sur la féminité et la politique, parce que justement, le 19e siècle est un siècle très politique. Avec une succession de régimes en veux-tu en voilà, avec la Commune de Paris. Et justement, le mystère de la Ripsem, en fait, il s'agit d'une uchronie. Donc, qu'est-ce qu'une uchronie ? C'est l'état du monde si un événement historique déterminant, un point inamovible du temps, s'était déroulé justement d'une manière différente. Et donc, cette uchronie, elle représente ce que serait Paris si les communards avaient gagné. Et donc, Jules Verne y tient une place très très importante, on y fait la part belle à l'imaginaire, à l'affirmation des individus, à une forme d'égalité des chances entre les femmes, entre les ethnies différentes, parce qu'on se retrouve aussi avec un esclavagisme aboli, et on a une héroïne noire qui est bouchère, parce qu'à la Ripsem... Les bouchers sont la classe dominante. Les bouchers sont la classe dominante de la Ripsem. D'ailleurs, la Ripsem, ça veut dire juste Paris en Lutchébem. Parce que le principe du Lutchébem, c'est de enlever la première lettre d'un mot, de la décaler à la fin de ce mot et de rajouter un suffixe et un préfixe et un suffixe. Donc la Ripsem, c'est Paris entre le préfixe L et le suffixe M. Alors je crois que c'est la Rispem. La Rispem, pardon. Non mais ça c'est mes petits problèmes dans ma bouche, dans ma tête. Et du coup tu en parles comme une société un peu parfaite, là comme ça, mais du coup à un moment, c'est ça ? En fait, pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de se rebeller alors du coup elle se rebelle ou pas ? L'histoire n'est pas tout à fait celle d'une rébellion, mais c'est une société dans laquelle il y a forcément des abus, comme dans toute société, et l'intérêt de cette uchronie est combiné à celui d'une utopie, justement, parce que c'est une utopie, en fait, communiste.
socialiste et dans laquelle justement va s'instiller un rapport de force, de pouvoir, une forme de secret. La ville est gouvernée par une espèce de tour aéropage, donc c'est très steampunk, dans laquelle on se rend en dirigeable. Il y a l'histoire des tubes aussi pressurisés pour s'envoyer les messages. Enfin, c'est assez délectable. Et cette tour aéropage qui gouverne Louise Michel et Jules Verne. Enfin, c'est juste génial. Et mais voilà. Et il y a aussi des questions. Le premier tome, j'avoue que je suis un peu restée sur ma faim, parce qu'il pose les bases de beaucoup de choses. Mais justement, il les développe pas encore assez loin. Mais l'univers est suffisamment justement délectable. Et l'héroïne attachante. L'héroïne s'appelle Liberté aussi, donc femme et politique. Enfin, je parle un petit peu trop. C'est steampunk et pas cyberpunk autant pour moi. D'ailleurs, il y a un film dans le même univers qui est Avril et le monde truqué, enfin qui se situe un peu dans le même univers, de Tardy. Un très très bon film, qui était inspiré de l'univers graphique de Tardy et qui était vraiment aussi un très bon film, un peu dans la même veine. D'accord. Voilà. Eh bien, je pense que nous avons tout dit. Donc. Tout, je sais pas, mais. mais toujours est-il que. On a les studios un petit peu moins longtemps aujourd'hui, et donc on va vous laisser là pour cette émission de Scriptonite, qui était donc sur Radio Boomerang. Scriptonite, l'émission qui décrypte littérature jeunesse et culture pop, chaque mois sur Radio Boomerang 89.7 FM. Gotta meet the new boss by 8 a.m. I'm no Superman.